Bonjour à tous, je suis Nolwenn Regnault, je suis épidémiologiste et responsable de l'unité périnatalité, petite enfance et santé mentale à Santé publique France et je remercie pour Santé publique France, le CMGF, d'avoir organisé cette session sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et donc aujourd'hui je vais vous parler de l'étude nationale sur la santé mentale et le bien-être des enfants, l'étude ENABI. Donc, comme vous le savez, au décours de la pandémie de Covid-19, nous avons reçu de nombreuses alertes sur l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes. À ce jour d'ailleurs, la situation de la santé mentale, en particulier chez les adolescentes et chez les jeunes adultes, reste très préoccupante. Durant la pandémie, Santé publique France pouvait s'appuyer sur les données de surveillance en continu, telles que les données de passage aux urgences, pour pouvoir décrire la santé mentale des enfants et des adultes. Durant cette pandémie, nous avons ainsi pu montrer une situation dégradée. Néanmoins, le passage aux urgences est uniquement une partie de la situation en termes d'indicateurs de santé mentale. Il s'agit d'indicateurs de recours aux soins et nous avons fait le constat d'une absence d'indicateurs épidémiologiques sur d'autres aspects de la santé mentale, tels que les troubles ou le bien-être des enfants, en France, sur la tranche d'âge des enfants de 3 à 11 ans. En effet, nous avons en France un dispositif qui décrit un certain nombre d'indicateurs de santé mentale et également d'autres thématiques sur les collégiens et les lycéens. Il s'agit de l'étude en classe. La santé mentale et le bien-être des enfants et des adolescents est évidemment un sujet de santé publique puisqu'ils vont influencer le développement et conditionner durablement le futur des enfants. La littérature internationale a clairement montré que les problèmes de santé mentale avaient des impacts sur de nombreuses dimensions de la vie de l'enfant, notamment sur les apprentissages scolaires, sur ses relations sociales avec des effets bidirectionnels et est un facteur de risque de l'initiation de la consommation de substances et de la mise en place de conduites suicidaires durant l'adolescence. Par ailleurs, on sait également que 35 à 50% des pathologies psychiatriques de l'adulte débutent en réalité avant 14 ans. Il était donc nécessaire de mettre en place en France un dispositif pérenne de suivi de la santé mentale des enfants. C'est pourquoi nous avons mis en place à Santé publique France l'étude ENABI. Donc, quels sont les objectifs de l'étude ENABI? Donc, il y en a 3 et je vais les décliner à travers les derniers résultats que nous avons publiés. Tout d'abord, je m'attacherai à décrire l'état de santé mentale de ces enfants de 3 à 11 ans. Donc, je vais principalement parler des troubles, puisque ce sont les troubles que vous rencontrez lors de vos consultations. Néanmoins, il est important de savoir que nous avons pu montrer aussi des niveaux de bien-être qui sont quand même assez élevés dans la population de ces enfants sur différentes dimensions du bien-être. Et donc, c'est important de garder à l'esprit que globalement, les enfants ont un niveau de bien-être élevé. Néanmoins, il existe des troubles et je reviendrai dessus. Le deuxième objectif de l'étude ENABI est d'améliorer les connaissances sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, et en particulier d'identifier des leviers que l'on peut actionner à la fois pour mettre en place des interventions de promotion, de prévention de la prévention en santé, mais également des politiques publiques. Et puis, le troisième axe sur lequel je reviendrai est d'estimer le recours aux soins pour les raisons de santé mentale, en particulier le recours aux médecins généralistes. Donc, quelle est la méthodologie de l'étude ENABI? Il s'agit d'une étude nationale représentative. Nous avons tiré au sort plus de 700 écoles, ce qui correspond à 30 000 enfants, et nous avons sollicité l'accord des parents pour à la fois remplir un questionnaire Internet ou téléphonique, pour que l'enseignant de cet enfant puisse également remplir un questionnaire pour chacun des élèves de sa classe pour lesquels les parents avaient accepté qu'ils participent. Et donc cette étude a été faite en lien très étroit avec l'éducation nationale, avec un taux de participation des enseignants très élevé.
Et une spécificité de l'étude ENABI, au regard de ce qui se fait à l'international, c'est que nous avons souhaité intégrer le regard de l'enfant dans cette estimation. Et donc, à partir de 6 ans, donc les enfants d'élémentaire de 6 à 11 ans ont été sollicités pour répondre à un questionnaire interactif sur tablette en classe sous la supervision d'enquêteurs habilités. Notre méthodologie visait à combiner les points de vue de ces 3 informans pour pouvoir produire des prévalences de troubles et décrire les niveaux de bien-être. Le terrain de l'étude a eu lieu en 2022 et nous avons utilisé des méthodes statistiques pour s'assurer de la représentativité de l'étude. Comment sont mesurés les troubles dans l'étude ENABI? Évidemment, il s'agit de données populationnelles, donc il ne s'agit pas d'un diagnostic clinique. Il s'agit de prévalences qui sont estimées à partir d'outils psychométriques, d'un questionnaire, notamment le questionnaire pour les parents et les enseignants, qui est le Strengths and Difficulties Questionnaire, le SDQ, que vous pouvez trouver en ligne. Ce questionnaire pose donc des questions aux parents et à l'enseignant sur les forces et les difficultés rencontrées par l'enfant au cours des 6 derniers mois ou de l'année scolaire en cours. Donc on interroge les parents et les enseignants à la fois sur la durée, mais également sur le retentissement de ces difficultés dans la vie de l'enfant, et on sait que la notion de retentissement est vraiment importante. Les symptômes qui sont mesurés par cette échelle sont les symptômes émotionnels, oppositionnels et d'inattention, hyperactivité. Vous voyez en dessous un exemple de question. Est-ce que l'enfant est attentif aux autres, agité, hyperactif, et le parent ou l'enseignant doit se positionner. Concernant l'enfant, nous avons utilisé un outil qui s'appelle le Dominique interactif. La différence avec le questionnaire des parents et des enseignants, c'est que pour l'enfant, évidemment, les questions portent sur des symptômes qui sont déclarés à intenter, puisque l'enfant est en difficulté pour évaluer une durée et également, bien sûr, un retentissement de ces symptômes. Donc, l'enfant remplissait donc, sur tablette ce questionnaire qui était en fait un ensemble de visuels, comme vous les voyez en bas à droite, avec une image et puis une question sonorisée à côté pour permettre aux enfants qui avaient des difficultés aussi de lecture du français de répondre. Et l'enfant devait répondre à cette question par oui ou par non. À partir de l'ensemble des réponses de l'enfant, il est possible, donc dans l'étude ENABI, de dériver des indicateurs concernant 6 dimensions qui sont reliés au DSM-5, les phobies spécifiques, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée, les troubles dépressifs caractérisés, et puis également les troubles oppositionnels, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, que l'on retrouve aussi dans le SDQ. Je vais maintenant vous présenter les résultats concernant la prévalence de ces troubles estimés par ces outils psychométriques chez les enfants de 6 à 11 ans dans un premier temps. Je vous présenterai les maternelles ensuite. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, 5,6% des enfants interrogés dans ENABI, qui est un échantillon représentatif de la population des enfants scolarisés en France, présentaient un trouble émotionnel. 6,6% un trouble oppositionnel et 3,2% un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Globalement, 13% des enfants interrogés présentaient au moins un de ces troubles. Lorsque l'on reprend ces mêmes données, mais cette fois-ci en séparant les filles et les garçons, on identifie une différence, notamment sur les troubles émotionnels, qui sont retrouvés plus fréquemment chez les filles. Il faut noter que ceci est cohérent avec la littérature, tout comme le 13% est cohérent avec des estimations retrouvées dans la littérature. Par ailleurs, les garçons présentent plus de troubles du comportement que les filles et globalement présentent plus de troubles, puisque vous voyez que sur l'indicateur au moins un trouble, 15,3% des garçons étaient concernés contre 10,6% des filles. Je vais maintenant vous présenter les résultats chez les enfants de maternelle, donc chez les enfants de 3 à 6 ans. Les mêmes indicateurs ont été estimés. Cette fois-ci, néanmoins,
il s'agissait uniquement du regard de l'enseignant et du parent. 1,8% des enfants de maternelle présentaient des difficultés émotionnelles probables, 5,9% oppositionnelles, 1,9% d'inattention et d'hyperactivité. Globalement, 8,3% présentaient au moins une difficulté probable. Donc il est juste important de garder en tête que ce chiffre est un chiffre, encore une fois, basé sur l'estimation du parent et de l'enseignant. Donc il est à comparer avec le 13%, mais plus exactement en réalité avec un chiffre un tout petit peu inférieur, puisque lorsqu'on prend en compte le point de vue de l'enfant, chez les enfants d'élémentaire, on a une déclaration plus importante des troubles émotionnels que l'enfant déclare davantage que le parent et l'enseignant. Néanmoins, on a donc des prévalences qui sont plus faibles que celles retrouvées chez les enfants d'élémentaire de 6 à 11 ans, ce qui s'explique par le fait qu'on a une apparition progressive des troubles, que ces symptômes peuvent aussi s'exprimer de manière différenciée, et par ailleurs, nos échelles psychométriques, même si elles ont été validées en population de 3 à 6 ans, elles ont été développées quand même initialement sur des enfants un tout petit peu plus âgés. Il faut noter qu'on a la chance en France d'avoir ces données. C'est très rare en réalité parce que nous avons pu nous appuyer sur la scolarisation en maternelle qui ne se retrouve que dans très très peu de pays dans le monde. Concernant le deuxième axe, les travaux sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs dans ENABI sont encore en cours et nous allons les publier cette année durant l'année Grande Cause. Donc je vous invite à regarder régulièrement notre site internet. Je vous présenterai un QR code en fin de présentation. Néanmoins, on sait évidemment, d'après la littérature internationale, que de nombreux facteurs de risque et protecteurs existent. Et si je m'attache plus particulièrement aux facteurs protecteurs, il s'agit au niveau individuel de facteurs notamment liés à l'attachement, la sécurité affective, l'importance du développement des compétences psychosociales, j'y reviendrai en conclusion, les comportements favorables de santé, et puis l'environnement familial à cet âge est évidemment fondamental. L'école joue un rôle aussi important. Un climat favorable, la lutte contre le harcèlement contribue évidemment à limiter les problèmes de santé mentale, la promotion de la santé, en particulier au sein des écoles promotrices de santé, et enfin, plus globalement, dans un modèle écologique, le rôle de la communauté est important. Pour terminer sur les résultats et le troisième axe dont je vous ai parlé, le recours aux soins, nous avons interrogé les parents sur le fait qu'ils aient eu recours aux soins pour des difficultés psychologiques ou d'apprentissage dans l'année précédant l'enquête. Et je vous présente ici les résultats uniquement chez les enfants pour lesquels nous avions identifié un trouble probable. Donc, encore une fois, identifié à travers une échelle psychométrique sans évaluation clinique. Donc, chez ces enfants avec un trouble probable, 40% des enfants de 3 à 6 ans avaient consulté au moins un professionnel pour recours aux soins pour des difficultés psychologiques ou d'apprentissage. Chez les enfants de 6 à 11 ans, ce chiffre était un peu plus important, de 52,8%. Et parmi eux, en réalité, la moitié avait consulté un médecin généraliste. Donc 18,5% des enfants avec un trouble probable avaient consulté un médecin généraliste donc chez les enfants de 3 à 6 ans, 27,6% chez les enfants de 6 à 11 ans. Ces enfants avec un trouble probable avaient recouru en moyenne pour près d'un tiers à un psychiatre ou psychologue. Cela laisse effectivement plus de 2 tiers des enfants qui n'ont pas eu recours à ce suivi. Concernant une population un peu particulière, celle des enfants 10, nous avons identifié à travers des informations rapportées par les parents, encore une fois, qu'ils avaient un recours aux soins pour 63% un médecin généraliste ou un pédiatre et 80% un professionnel de la rééducation. Donc, chez les enfants avec un trouble 10 déclaré par les parents,
c'est-à-dire pas l'ensemble des enfants ayant réellement un trouble 10, seulement ceux qui ont été diagnostiqués et déclarés. On a un recours déclaré qui est quand même un petit peu plus important, peut-être via une orientation à travers la médecine scolaire ou l'enseignant vers le médecin généraliste et puis les autres professionnels. En quelques mots pour conclure, l'étude ENABI est la première enquête d'envergure en France qui permet de produire des indicateurs nationaux sur la santé mentale et le bien-être des enfants de 3 à 11 ans. Son originalité, c'est d'être basée sur 3 points de vue, celui du parent, de l'enseignant et de l'enfant. 13% des enfants de 6 à 11 ans présentaient au moins un trouble probable, 8% des 3 à 6 ans. Et en ce qui concerne le recours aux soins pour les difficultés psychologiques ou d'apprentissage, un enfant sur 2 n'avait pas consulté de professionnel de santé. Néanmoins, parmi ceux qui avaient consulté un professionnel de santé, la moitié avaient consulté leur médecin généraliste. Il faut encore une fois noter qu'un tiers de ces enfants avaient accédé à une prise en charge de spécialité, ce qui laissait tout de même une majorité qui n'y avait pas eu accès. Donc, la santé mentale, nous en sommes tous convaincus, est un enjeu de santé publique majeur. Il reste toujours important de continuer à améliorer le repérage de ces enfants qui présentent des troubles et de faciliter l'accès aux dispositifs d'accompagnement de prise en soins. Et les interventions suivantes reviendront sur ces aspects. Vous pourrez retrouver l'ensemble des publications de Santé publique France sur cette étude sur notre site internet. Voici le QR code qui vous y mènera. Plusieurs documents ont déjà été publiés et comme je l'ai dit, d'autres vont venir dans l'année sur les facteurs associés, le harcèlement et différentes thématiques importantes. Pour conclure, Santé publique France produit des données d'observation de la santé de la population et je vous en ai donné une illustration, mais évidemment a aussi des missions de prévention et de promotion de la santé à travers un certain nombre de dispositifs comme le site des 1000 premiers jours, les campagnes, la production de référentiels, en particulier sur les compétences psychosociales, et puis quelques ressources sur la droite, qui peuvent être particulièrement utiles pour vous et pour orienter vos patients et qui ciblent plus particulièrement les jeunes, ainsi que des lignes d'écoute que vous connaissez certainement. Je vous remercie de votre attention.